Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Alice Savoie, qui est créatrice de caractère, qui travaille en indépendante, et donc vous connaissez peut-être d'ailleurs l'une de ses réalisations, qui est le caractère faune. Et Alice Savoie fait une partie de ses études à l'université de Reading, en Grande-Bretagne, qui est connue pour être une des meilleures dans ce domaine de la typographie et de l'imprimerie, et où d'ailleurs elle a été précédée par notre grand ami Alan Marshall, un certain nombre d'années avant, je pense. Et donc Alice Savoie est spécialiste des caractères du XXe siècle, et elle est enseignante et chercheuse en histoire de la typographie. Elle enseigne à l'Atelier national de recherche typographique de Nancy et aussi à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon. Et puis elle continue aussi à faire de la recherche. Et aujourd'hui, en particulier, donc sur Ladislas Mendel, qui est le sujet de sa conférence d'aujourd'hui, intitulée, c'est un petit peu varié par rapport au dépliant, mais le dépliant est un peu vieux, puisqu'elle aurait dû intervenir le 6 avril 2020. Elle a eu la patience d'attendre aujourd'hui pour nous parler de la frontière de la bière et du vin, les caractères pour annuaire de Ladislas Mendel. Alice, vous avez la parole. Merci. Bonjour à tous. Donc oui, comme vous l'avez dit, je mène en parallèle plusieurs projets de recherche, mais on va aujourd'hui se concentrer sur les caractères pour annuaire de Ladislas Mendel. Donc c'est un projet de recherche que nous avons mené à l'École supérieure d'art et de design d'Amiens avec Dorine Sauzet et Sébastien Morlighem, et en partenariat avec le musée de l'imprimerie de Lyon, puisque les archives de Ladislas Mendel sont hébergées au musée de l'imprimerie. Nous avons choisi de nous concentrer sur ces caractères pour annuaire parce que c'est une partie, peut-être pour moi, la partie la plus significative du travail de Ladislas Mendel. Il a réalisé des caractères de commande pour les annuaires de plusieurs pays. C'est une sorte de niche comme ça qu'il a développée. Et puis, je trouve ça intéressant aussi de parler aujourd'hui de ces objets que sont les annuaires, qui sont pour la nouvelle génération, quand on en parle aux étudiants aujourd'hui en école d'art, c'est vraiment des objets qui sont obsolètes, mais qui me semblent encore intéressants d'étudier aujourd'hui. Et puis, cette recherche autour de ces caractères pour annuaire, elle permet aussi d'évoquer un certain nombre de théories que Ladislas Mendel a pu développer sur la relation entre une origine culturelle ou géographique et notre manière d'appréhender les formes typographiques. Donc comme Pardon. Ah d'accord. Donc je change de diapositive, d'image. Comme il a été annoncé en introduction, je suis également dessinatrice de caractères. Donc c'est quelque chose que je préfère toujours signaler en introduction, c'est que je n'ai pas une formation d'historienne. En tout cas, j'apprends ce travail d'histoire de la typographie un peu du point de vue de ma pratique. Et donc, c'est vraiment mon travail de création typographique qui m'a amené à un moment à m'intéresser à l'histoire de cette pratique et qui m'a donc amené à mener des recherches historiques. Donc, dans un premier temps, je me suis lancée dans une recherche qui était plutôt centrée vraiment sur le XXe siècle et plus spécifiquement sur la photocomposition. C'est comme ça que j'ai découvert le travail de Ladislas Mendel. Parce que j'étais très intéressée par la question des évolutions techniques au XXe siècle et comment ces évolutions, donc le passage du plomb à la photocomposition puis au numérique, comment ces événements-là ont pu influencer notre manière de dessiner des caractères, comment est-ce que aussi la manière de consommer la typographie a pu évoluer tout au long du XXe siècle. Et c'est vraiment en faisant cette recherche donc, que le travail de Ladislas Mendel m'est apparu. Et il me semble que sa carrière aussi est vraiment un témoin très important de ces évolutions et de leur impact sur notre rapport à la lettre et à la typographie. C'est également cette recherche doctorale qui m'a amenée à collaborer avec le musée de l'imprimerie, puisque Alan Marshall était à l'origine mon directeur de thèse, il était alors le directeur du musée de l'imprimerie. Et donc c'est comme ça que j'ai été amenée à découvrir les archives de Ladislas Mendel à Lyon.
Je change donc ici d'image et vous voyez juste un très petit, très rapide aperçu de ces archives donc, qui sont conservées au musée de l'imprimerie. Donc évidemment, je vais vous présenter plus en détail la figure de Ladislas Mandel dans un moment, mais je voulais commencer par ces archives parce qu'elles ont été vraiment mon point d'entrée dans son travail. Donc ce fonds Mandel qui est au musée de l'imprimerie qui contient essentiellement des dessins et des épreuves de caractère que Ladislas Mandel a dessiné alors parfois seul et parfois en équipe entre les années 1960 et 1990 à peu près. Et donc, comme je le disais, ce projet de recherche, nous l'avons mené à 3 avec Dorine Sauzet et Sébastien Morlighem. Donc, nous avons commencé par passer plusieurs journées à nous familiariser avec le contenu de ces boîtes, à les cataloguer aussi, puisqu'il y avait un inventaire assez bref de ce fonds. Donc, on en a fait un inventaire partiel un peu plus détaillé. Et voilà, vous voyez ici, je change d'image encore, que ces archives contiennent un certain nombre de documents, donc notamment des manuscrits, des conférences, des cours, des publications produits par Mandel tout au long de sa carrière. Il y a également des éléments de correspondance qui se trouvent donc à Lyon et une partie qui se trouve aussi à la bibliothèque de l'Arsenal à Paris. Donc là, vous voyez 2 images qui sont extraites de notre visite à la bibliothèque de l'Arsenal avec des lettres très, très joliment manuscrites, notamment par Fernand Baudin et par Excoffons. Là, je change encore d'image et je reviens à une image du musée de l'imprimerie, puisque dans le fonds Mandel, il y a surtout un très grand nombre de dessins, et notamment donc, tous les dessins originaux des caractères qui ont été produits par Mandel. Une partie lorsqu'il travaillait chez De Berny et Peignot, j'y reviendrai, et notamment ce que vous voyez ici, un extrait donc, de ces caractères pour annuaire qu'il a produit lorsqu'il travaillait en tant qu'indépendant. Je change là aussi d'image. Nous avons donc passé beaucoup de temps à répertorier, à cataloguer ces différents documents. Là, vous voyez quelques-unes des épreuves. Alors, il travaillait beaucoup par réduction photographique. Donc là, on voit dans des petites enveloppes ces documents, ces reproductions miniatures des caractères qu'il dessinait. Donc là, c'était des manières de faire des épreuves et de les tester. Et donc voilà, nous avons répertorié ces documents, nous avons cherché aussi à établir le lien entre les dessins, les épreuves, les échanges de courriers. Donc c'était un travail assez fastidieux en préambule de notre recherche, mais qui était vraiment nécessaire. C'était un vrai travail de fond, sans lequel une analyse de sa contribution, de ses projets typographiques n'était pas possible. On a cherché aussi à reconstituer une chronologie des événements de sa vie, puisqu'il existe un article assez fouillé d'Olivier Nineuil qui était paru dans Étape graphique il y a quelques années et qui retrace un peu la vie et l'œuvre de Ladislas Mandel, mais c'est vrai que sinon il y a très peu de publications. C'est donc ce qui nous a aussi, nous, amené à nous intéresser à son travail et à vouloir mener cette recherche. Donc j'en arrive au sujet principal, donc je change encore d'image pour donc introduire le personnage de Ladislas Mandel, qui est donc né en 1921 et décédé en 2006. Là, donc, vous voyez une photographie de lui, donc je n'ai pas de date, mais on le voit au premier plan, et derrière lui, Gérard Blanchard aux Rencontres de Lure. Donc, Ladislas Mandel est une figure assez peu connue, mais pourtant assez importante de l'histoire récente de la typographie française. Il est un des quelques créateurs de caractères français qui a réussi à se forger une carrière vraiment, non pas seulement en France, mais aussi à l'international, dans les années 1970-1980, vraiment à une époque où l'industrie typographique française était en train de péricliter, puisque les fonderies françaises ont fermé les unes après les autres dans les années 70, et puis il a fallu attendre les années 80 pour que des formations se mettent en place, notamment avec la création de l'Atelier national de création typographique. Et donc, dans cette période, on a eu une sorte de... On parle parfois de génération perdue dans la création typographique française. C'était aussi une période où on a eu énormément de changements technologiques.
des mutations profondes aussi du modèle économique en typographie. Et on voit que toute cette période des années 70-80, on a toutes les modalités de production et de commercialisation des caractères typographiques qui ont énormément changé, notamment avec tout ce passage du plomb à la photocomposition puis au numérique. Et donc tous ces changements ont eu vraiment un impact assez profond sur la profession de créateur de caractères. Et donc la carrière de Mandel est vraiment une sorte de témoin de toutes ces évolutions. Alors comme je le disais, il est né en 1921. Il est né dans une province hongroise, mais qui à l'époque était rattachée à la Roumanie. Et puis, à l'âge de 15 ans, il vient en France, donc en 1936, parce qu'il veut aller à l'école des Beaux-Arts. Et donc, il rejoint son frère qui habite à Rouen à ce moment-là. Et il fait une année aux Beaux-Arts de Rouen. Quand il arrive. Et puis assez rapidement, il déménage à Paris et là, il apprend le dessin et la peinture auprès d'un de ses cousins qui habite à Paris et qui je crois qu'ils ont fait aussi des fausses, ils étaient faussaires un peu, enfin voilà, ils avaient un peu des magouilles comme ça, qui racontent dans un texte où il parle de ses années comme ça à Paris et ensuite de ses années pendant la guerre, puisque lorsque la guerre éclate, il part à Arles. Ladislas Mandel était juif, et donc il part à Arles et il entre dans la résistance. Et il a vécu des choses assez dures pendant la résistance. Il le raconte donc dans un témoignage dont je pourrais vous donner la référence si vous le souhaitez. Et voilà. Et donc après la guerre, il revient à Paris et il fait la rencontre d'Adrian Frutiger, qui était à l'époque, ils avaient à peu près le même âge. Et Frutiger avait été embauché par la fonderie parisienne de Bernier et Peignot. Et c'est lorsqu'il le rencontre que Frutiger, ils échangent sur des questions de typographie, et Frutiger lui propose de le rejoindre comme assistant dans l'atelier de création typographique de Bernier et Peignot. Je change d'image et là vous voyez donc Ladislas Mandel qui est au tableau, on le voit face à nous. De dos on voit Adrian Frutiger donc, et puis la troisième personne qui travaillait avec eux, qui est Lucette Girard, qui était également une assistante d'Adrian Frutiger. Et donc on les voit qui travaillent là à la création de l'univers, sur lequel Mandel travaillera vraiment en étroite collaboration avec Frutiger et... Mandel travaillera en étroite collaboration avec Frutiger et Lucette Girard. Et plus largement, Mandel travaillera chez de Bernier et Peignot pendant un peu plus de 20 ans. Et il succède à Adrian Frutiger à la tête du studio de dessin également. Donc on voit que, comme beaucoup de ses pairs à cette époque, comme par exemple Albert Botton, José Mendoza, il apprend un peu comme un apprenti, il apprend sur le tas, sur le métier, directement dans la fonderie. Donc, je l'ai dit, la première tâche de Mandel chez de Bernier et Peignot était d'assister Adrian Frutiger à la réalisation de toutes les variantes de l'univers. Vous voyez ici une sorte de vue d'ensemble de la famille de l'univers, qui était une famille très large et qui était, dans les faits, une des premières à avoir été pensée comme un système, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été développée de manière un peu plus organique au fil de son succès et des demandes des clients. Là, Frutiger pense vraiment tout un système typographique presque de manière théorique avant d'en venir à la pratique. On va voir d'ailleurs que ce chantier de l'univers suivra Ladislas Mandel plus ou moins toute sa vie. C'est donc la création de l'univers a pris plusieurs années. Elle a permis à cette équipe de développer des processus de travail assez innovants et assez révolutionnaires pour l'époque. Là, vous voyez donc Ladislas Mandel chez de Bernier et Peignot, donc vers milieu des années 50. Et donc l'équipe travaillait sur carte à gratter, et Frutiger crédite Mandel pour avoir introduit cette méthode de dessin qui était extrêmement précise et beaucoup plus rapide que les méthodes qui pouvaient être utilisées avant, en dessinant sur carte à gratter. Là, je fais une petite aparté, je m'éloigne légèrement de Ladislas Mandel, mais il me semble que pour resituer un peu sa pratique et le moment
auquel il entre dans le milieu de la typographie, donc en 1954. C'est une période assez intéressante de la typographie française, et donc je voudrais un peu situer ça pour essayer de comprendre un peu son état d'esprit à l'époque. Donc dans les années 50, la fonderie de Bernier-Peignot tient une place centrale sur la scène typographique française, et en particulier, là vous voyez deux de ces figures un peu majeures qui sont donc sur cette photographie. Charles Peignot, qu'on voit ici à droite, qui est donc à la tête de la fonderie de Bernier-Peignot, et à sa gauche, son ami et collègue Maximilien Vaux. Et Vaux jouait un rôle vraiment stratégique chez de Bernier-Peignot, puisqu'il aidait vraiment Charles Peignot à mener, à promouvoir tous les nouveaux projets et les activités de la fonderie. Donc Vaux et Peignot se connaissaient depuis très longtemps, et ils avaient été ensemble derrière la commercialisation en France du Futura de la fonderie Bauer, donc en 1929, il est sorti en France sous le nom de Europe. Donc vous voyez ici un aperçu du spécimen de l'Europe qui avait été diffusé par de Bernier-Peignot. Et ce qui est intéressant, c'est que la décision à l'époque de Bernier-Peignot de distribuer le Futura contrastait avec l'attitude générale en France à l'époque, puisque les Français étaient globalement très sceptiques face au modernisme, face au travail du Bauhaus. Et puis, évidemment, il y avait une sorte de scepticisme général envers tout ce qui venait d'Allemagne. Et on verra quand même que malgré ça, l'Europe devient un énorme succès commercial pour de Bernier-Peignot, et ça reste un best-seller encore après la Seconde Guerre mondiale et encore dans les années 50. Et donc toujours fin des années 20, début des années 30, Charles Peignot avait aussi commandé 2 linéales à Cassandre, à l'artiste Cassandre, donc qui sont le Bifur que vous voyez ici à gauche et le Peignot que vous voyez à droite, qui sont 2 caractères qui dans les faits n'ont pas connu un très grand succès commercial, mais qui restent quand même vraiment emblématiques de cette période et qui ont aussi participé au prestige de la fonderie de Bernier-Peignot, qui collaborait donc avec les artistes très en vue de l'époque. Donc si je reviens à l'après-guerre, donc les années 50 pour de Bernier-Peignot, peu de temps avant l'arrivée de Mandel, donc en 1952, Peignot avait donc convaincu ce jeune créateur de caractère suisse que vous voyez maintenant sur cette nouvelle image, Adrian Frutiger. Peignot avait donc convaincu Frutiger de venir travailler pour lui à Paris. On voit donc au moment où Mandel arrive, c'est un moment où Frutiger était tout à fait soutenu dans ses projets, dans ses initiatives par Charles Peignot, puisque donc cette idée de créer cette nouvelle linéale qui était une suggestion de Frutiger, qui était une sorte de pari assez audacieux commercialement et qui a été tout à fait soutenu par Charles Peignot, et à raison, puisque l'univers devient assez rapidement, un peu comme l'Helvetica, vraiment emblématique du style international suisse. Et en parallèle de ça, donc ce qui est un peu paradoxal, mais la communauté typographique française, je disais, est restée quand même assez farouchement protectrice d'une certaine identité culturelle à cette époque. Et un des exemples de ça, c'est en 1950, Maximilien Vaux qui publie ce texte que vous voyez maintenant sur cette image, qui s'appelle « Pour une graphie latine ». Et il était paru dans une revue qui s'appelle Caractère, donc en 1950. Et ce texte appelait les designers français à exprimer leur identité latine face à la popularité des caractères sans empattement qui venaient de l'étranger. Et donc, ça me semble important de resituer ce texte-là, puisqu'on a un peu 2 tendances qui émergent assez contradictoires, mais au sein d'un même milieu à ce moment-là. Et la phrase d'ouverture du texte de Maximilien Vaux est assez explicite, puisqu'il tire une citation de Paul Yérib de 1932, dans laquelle il dit « Entre le cube Europe et l'arabesque France, il faut faire son choix. L'heure de choisir est venue. » Ce que nous dit Maximilien Vaux, c'est qu'il dit « Le moment est venu de doter notre temps, notre pays, d'une doctrine typographique exacte et précise. Notre époque a appris à faire des choses charmantes. Elle s'est également astreinte, non sans profit, à des disciplines qui n'étaient pas de chez nous. Les caractères bâtons, qui sont ce qu'il y a au monde de moins antique, ont apporté à notre typographie une salutaire épuration.
Ce totalitarisme, cependant, ne saurait suffire à la sensibilité française. Et un peu ensuite, il dit « Latinité, faut-il le préciser, n'a pour nous de sens ethnique ni politique, mais désigne une façon de concevoir la civilisation, c'est-à-dire un certain art d'être, de vivre, de penser et d'écrire. » Et je pense que ces mots on le verra un peu plus tard dans le travail de Mandel, cette vision de Vox a influencé aussi la manière de voir et d'envisager la typographie de Ladislas Mandel. C'est aussi à ce moment-là donc, donc deux ans plus tard, en 1952, 2 ans après avoir publié ce texte, que Maximilien Vox crée les rencontres de Lure, donc dans le petit village de Lure dans le sud de la France. Et on voit que cette semaine dédiée à la typographie par le biais de conférences, de rencontres, etc., avait aussi pour but d'instiller le meilleur de l'esprit méditerranéen à la typographie française. Et on trouve aussi à cette époque des figures, des exemples qui deviennent un peu emblématiques de cette fameuse graphie latine et qui sont d'ailleurs présentés comme tels dans les publications de l'époque. Celui qui était peut-être celui qui était le représentant de cette graphie latine, on voit ici sur cette nouvelle image la richesse de graphie latine. Non, richesse de la graphie latine, pardon, dans les cahiers d'Estienne. C'est le travail d'Henri Crouvidal, qui travaillait à la Fonderie typographique française. Et puis, dans une autre mesure, on peut considérer aussi qu'Excoffon était une sorte de représentant de cette graphie latine, même si lui ne se réclamait pas directement de cette appellation. C'est aussi une époque à laquelle il y en a donc de nombreux designers suisses qui avaient déménagé à Paris dans les années 50, qui commencent à se faire un nom, à avoir du succès et qui participent activement à cette scène parisienne. On voit ici, c'est dans la revue Caractère Noël de 1960, vous avez cette photo avec en légende la nouvelle vague franco-suisse. Et on a un groupe de designers, donc suisses et français, qui ont l'air a priori d'entretenir des relations tout à fait cordiales. Et on voit notamment Albert Hollenstein, Peter Knapp, mais aussi José Mendoza, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que plusieurs de ces jeunes designers ont proposé à l'époque en fait leur propre réponse à ce débat ou cette sorte de tension entre la question de la linéale et la question de la graphie latine, et avec des différentes tentatives qui en fait permettent d'intégrer une forme d'humanisme, de forme humanistique dans des structures linéales. Donc je cite juste quelques exemples. On a ce projet expérimental de Roger Excoffon qui s'appelle le Catsilou, que Excoffon a mené à partir du milieu des années 50 et qui était basé sur les écrits de l'ophtalmologue Louis-Émile Javal, et qui, alors même si le Catsilou n'a jamais été diffusé, il n'a jamais été finalisé dans sa forme la plus radicale, mais il a beaucoup influencé la conception d'un autre caractère que vous voyez ici sur cette nouvelle image, qui est l'anticolive, donc que Excoffon a dessiné avec José Mendoza et qui a été distribué à partir du début des années 60 par la fonderie Olive. On a aussi à la même époque la fonderie Amsterdam qui sort le Pascal, qui est une linéale qui tire plutôt vers l'incise, de José Mendoza, qui était dessinée à partir l'idée originale venait du père de José Mendoza, Guillermo, dans les années 40, et le caractère est finalisé par José Mendoza à la fin des années 50. Et toujours à la même période, on a le Suisse Albert Hollenstein, qui habite à Paris, qui a créé la société Hollenstein Phototypo et qui sort ce caractère que l'on voit ici sur cette image, qui est le Brasilia, qui est une linéale avec des proportions très horizontales comme ça. Et c'est intéressant parce que Maximilien Vox considérait Hollenstein un peu comme son fils spirituel. Et c'est le dernier des exemples que je donnerai ici avant de revenir à Ladislas Mandel. Sur cette image-là, on voit l'Eras d'Albert Botton. Donc Albert Botton qui avait lui aussi commencé en tant qu'assistant d'Adrian Frutiger. Plusieurs des photos d'ailleurs que j'ai montrées de l'atelier ont été prises par Albert Botton. Albert Botton a également travaillé avec Hollenstein Phototypo et donc il sort ce caractère qui s'appelle l'Eras, donc on voit sur cette publicité et là encore on voit dans l'Eras toujours cette tension, cette combinaison
d'un modèle linéal, mais associé à une tendance humanistique avec une légère pente, une certaine rondeur, une certaine cursivité de la lettre. Voilà. Et donc on voit que tout ça se développe dans un temps très court. Là, je vous parle vraiment de la fin des années 50, enfin seconde partie des années 50, début des années 60. Donc on voit que c'est une période quand même très dense, très riche d'un point de vue de la création typographique en France à cette époque. Et c'est donc dans cette atmosphère-là que Mandel débute sa carrière et commence son apprentissage de l'industrie typographique. Nous revenons donc à Mandel avec ce portrait, justement portrait par Albert Botton chez de Bernier et Peignot. Donc c'est assez difficile de savoir évidemment dans quelle mesure toute cette activité, tout ce milieu a pu l'affecter. À ce moment-là, donc Ladislas Mandel a entre 35 et 40 ans. Il est donc déjà relativement mature, mais il arrive à la typographie avec une histoire personnelle assez lourde. Et finalement, ça fait assez peu de temps donc, qu'il découvre ce métier. Et on voit que dans les faits, quand on lit un peu toute la littérature, tous les ouvrages compte rendus publiés à l'époque, Mandel apparaît très peu dans les débats, dans les articles, dans les images. Il est plutôt en retrait à ce moment-là. Donc il est de la même génération que Adrian Frutiger ou José Mendoza, mais on devine qu'il n'a pas vraiment le même statut. Et que, alors que les deux autres, donc Adrian Frutiger, José Mendoza, vraiment sont considérés comme des créateurs de caractères qui ont eu une opportunité de signer, de commercialiser leur caractère, à la même époque, lui, il est plutôt considéré comme l'assistant d'Adrian Frutiger, donc il n'a pas encore l'opportunité de concevoir ses propres caractères typographiques. Il va quand même succéder à Adrian Frutiger en tant que responsable du studio de dessin en 1958, mais Adrian Frutiger reste le directeur artistique de la fonderie. Donc là, vous voyez Ladislas Mandel un peu plus tard dans les années 70, donc il était encore toujours à ce moment-là à la tête du studio de dessin, qui est devenu International Photon Corporation, puisque de Bernier et Peignot a été racheté à ce moment-là. Et Mandel donc reste responsable du studio jusqu'à sa fermeture en 1975, ce qui veut dire que pendant près de 20 ans, il dirige une équipe qui produit des caractères, donc essentiellement pour la photocomposition. Et comme je l'ai dit, vu que c'est vraiment une période intense de changement entre le plomb et la photocomposition, et qu'en plus de Bernier Peignot est assez pionnier dans cette transition, voilà, il est un peu en charge de superviser tout ce travail-là d'adaptation du catalogue. Quand on regarde un peu ce qui était produit par le studio de dessin pendant cette période, on voit clairement deux types de travaux qui se distinguent. Donc d'un côté, Mandel était impliqué dans le développement d'un certain nombre d'extensions, de variantes basées sur l'univers. Donc là, je change d'image. Vous voyez par exemple des versions grecques ou cyrilliques de l'univers. Une version aussi plutôt adaptée à la presse donc de l'univers et qui s'appelle Antique Presse. Donc c'est une version un peu condensée, plutôt pour du titrage. Ou encore des versions à l'inverse pour les tout petits corps, donc par exemple l'Univad, qui est donc Univers Advertising, pour les publicités dans les journaux. Et en parallèle de tout ce travail, donc vraiment de commandes liées à l'activité de la fonderie, Mandel développait ses propres recherches à lui. Et là, on voit qu'il a un penchant clairement marqué pour les références beaucoup plus cursives et humanistiques. Il a notamment travaillé sur ce projet qui s'appelle Cancellaresca, donc qui est une réhabilitation des modèles calligraphiques d'Arrighi. Ici, on voit l'Aurelia, donc qui était un caractère à empattement conçu par la photocomposition et aussi pour la composition mécanique et qui s'inspire des impressions de caractères de la Renaissance. Il faut que je précise que le Cancellaresca et l'Aurelia n'ont jamais été commercialisés, c'est resté à l'état de recherche. Et je change encore d'image. Là, vous voyez quelques recherches pour de nouveaux caractères typographiques, donc entreprises par Ladislas Mandel, où là, on voit plutôt un intérêt pour le modèle de l'oncial. Là aussi, ce projet n'a pas l'air d'avoir abouti.
Malheureusement, à cette époque, il y a un certain nombre de bouleversements et de changements, notamment au sein de la direction de Bernier-Peignot, puisque, je l'ai dit, la fonderie change de propriétaire et change de nom. Elle devient d'abord International Photon Corporation, puis Dimographic System. Et donc, une des conséquences, c'est que les projets proposés par Ladislas Mandel ne sont jamais finalisés ou commercialisés. Et Mandel est officiellement licencié en 1977, donc après plusieurs années de discorde avec la direction. Et donc, avec la fermeture de l'atelier de dessin, Mandel se lance en tant que créateur de caractères indépendant. Il avait commencé à sentir le vent tourner, et donc c'est à la même période qu'il commence à s'impliquer un peu plus, à être un peu plus visible au sein de la communauté typographique. Et on voit qu'il commence à donner des conférences en France, à l'étranger. Et puis, on voit qu'il devient visible à ce moment-là aux rencontres de Lure, par exemple. Et c'est notamment son expérience chez de Bernier-Peignot et avec la photocomposition qui fait que Mandel va beaucoup se saisir de la question des évolutions techniques et de la question donc, de l'influence des procédés photographiques sur la création typographique. En 1976, il donne une conférence sur ce sujet à Turin, lors d'une conférence qui s'appelle Graphicus. Là, vous voyez le tapuscrit, le manuscrit de Mandel pour cette conférence. Et suite à cette présentation, donc une société italienne qui s'appelle la SEAT lui passe commande d'un caractère pour les annuaires italiens. Puisque SEAT produisait les annuaires pour l'Italie. Et ce nouveau caractère, donc dessiné par Mandel, va s'appeler le Galfra, et donc ce sera le premier caractère qu'il conçoit en tant que créateur indépendant, donc pour ses annuaires. Et c'est aussi là une sorte de pivot dans sa carrière, puisque à partir de là, et pendant les 2 décennies qui vont suivre, Mandel gagnera sa vie essentiellement en dessinant des caractères pour les annuaires du monde entier. Là, vous voyez un aperçu de quelques-uns des annuaires qui contiennent ces caractères typographiques. Donc, c'est un domaine de création extrêmement spécialisé, mais qui va lui permettre vraiment de développer une carrière pendant plusieurs décennies. Donc, je vais d'abord parler plutôt du Galfra, qui est pour moi peut-être le caractère le plus important dans sa production. Là, je vous montre une citation de Mandel, donc, qui date de 1978 des rencontres de Lure. Donc, il parle de cette commande et il dit: au premier examen, les annuaires téléphoniques semblent être assez négligés par les typographes. N'était-ce pas dû au fait que cette typographie ne fait pas partie des typographies nobles, c'est-à-dire des typographies de bibliothèque? C'était peut-être là cette typographie ordinaire dont parlait si souvent Monsieur Vox. Donc, on voit l'influence de Vox sur Mandel. Donc, il nous explique qu'il n'était pas particulièrement familier avec la question des annuaires, mais qu'assez rapidement, il voit quand même tout le potentiel et l'intérêt de cette commande, et l'intérêt de ce qu'il appelle donc cette typographie ordinaire, c'est-à-dire destinée à des gens qui ne sont pas forcément cultivés, parfois même des gens qui peuvent avoir des difficultés à lire, des personnes âgées, des personnes qui savent lire difficilement, etc. Et c'est un sujet qui intéressait particulièrement Mandel. Et souvent, il prenait l'exemple d'une personne qui aurait besoin de trouver un numéro de téléphone dans une situation d'urgence. Et dans ce cas-là, il faut que le caractère, la mise en page, que l'objet soit le plus clair possible, le plus didactique possible, le plus lisible possible. Et donc pour lui, il avait presque, pour lui, il endossait une sorte de responsabilité sociale, puisqu'il s'agissait de concevoir des caractères qui pouvaient être facilement lus par le plus grand nombre de gens. Il y avait aussi un certain nombre de questions techniques qui se posaient à ce moment-là, puisqu'à la fin des années 70, on passe de la composition plomb donc à la photocomposition et surtout à la composition CRT, donc Cathode Ray Tube, qui sont des nouvelles technologies donc, qui amènent progressivement à ce qui sera le numérique, des technologies qui coûtent très cher, des machines qui ont tout un tas d'implications aussi pour les gros industriels tels que SEAT, et on voit que c'est une période qui est assez propice à ce type de commande, puisque exactement la même période, on a aux États-Unis Matthew Carter qui est commandité pour créer le Bell Centennial pour les annuaires américains, ou alors en Hollande la société Total Design qui aussi redesign complètement les annuaires hollandais. Donc là, c'est la machine pour laquelle Mandel devait concevoir ses caractères, qui est la Digi7, qui est une machine qui était la première machine à utiliser des caractères numériques.
Jusque-là, la SEAT composait ses annuaires sur une linotype et elle utilisait un caractère qui s'appelle le Delia, qui était un caractère du début des années 60 créé par la fonderie italienne Simoncini. Donc vous voyez un aperçu sur cette image ici. Et vous voyez toujours le Delia ici, étudié par Mandel. Donc le Delia posait un certain nombre de problèmes dans le cadre de cette transition du plomb à la photocomposition numérique. Il ne fonctionnait pas pour tout un tas de raisons. Et donc SEAT a demandé à Mandel de trouver une solution pour remplacer ce caractère par un autre qui soit plus adapté, plus résistant au procédé de composition sur CRT. Parmi dans le cahier des charges de la SEAT, il y avait également l'idée que le caractère permette une meilleure lisibilité que le Delia et permette aussi un gain de place et donc une économie de papier qui serait donc une économie d'argent pour la SEAT. Donc toutes ces contraintes ont amené Ladislas Mandel à repenser un caractère typographique qui sera donc le Galfra. Pour lui aussi, ce caractère typographique, il nécessite de complètement repenser la manière de circuler au sein de l'annuaire. Et il nous dit, il allait de soi, et j'en avais une nette conscience, que cette nouvelle conception de l'annuaire devait trouver une expression visuelle autant dans les formes même de l'écriture, dans son esthétique, que dans l'ordre typographique général de l'annuaire, cadre dans lequel les formes viennent naturellement s'inscrire. Et donc, il a étudié la manière dont on consulte l'annuaire, le fait que, notamment, que ce soit une lecture non linéaire, c'est-à-dire qu'on ne va pas lire comme dans un roman chaque mot les uns après les autres, mais on a vraiment une sorte ce qu'il appelait une exploration verticale rapide et sélective, avec une organisation en colonnes, avec un ordre alphabétique, et puis l'œil qui balaie comme ça la colonne de gauche, jusqu'à ce qu'on arrive au nom que l'on cherche, puis ensuite on passe à la colonne suivante, etc. Et donc l'idée de Mandel, c'est de proposer un système typographique global qui soit cohérent et qui permette de faciliter cette lecture verticale non linéaire et saccadée. Alors que le Delia donc, avait seulement 2 styles, donc qui ne permettaient pas vraiment une hiérarchisation très claire, à la place, Mandel propose la création de 3 alphabets. Donc là, j'ai montré là précédemment, on voit ici une épreuve du Delia. Et puis là, vous voyez un extrait d'annuaire composé avec son caractère, le Galfra. Donc il utilise une hiérarchisation beaucoup plus claire avec un nombre de graisses un petit peu plus varié. Vous voyez ici une épreuve des 3 variantes donc, du Galfra qui s'appelait les séries 47, 55 et 65. Et ici, vous voyez les dessins originaux. Donc j'ai simplement sélectionné 2 lettres à chaque fois, qui sont les dessins qu'on retrouve dans ces archives au musée de l'imprimerie. Mandel aussi avait cette idée, alors il a travaillé vraiment les proportions des caractères pour notamment accentuer les différences entre les lettres, de manière, sa théorie c'était de dire que vu qu'on était dans une lecture non linéaire, il ne s'agissait pas tant d'avoir un gris typographique très homogène, mais plutôt de bien distinguer formellement les lettres qui pouvaient se ressembler pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et puis, il leur donne aussi des proportions qui sont adaptées à la lecture au tout petit corps, avec notamment une hauteur d'œil très importante et des ascendantes et des descendantes qui soient très courtes, de manière à réduire l'interlignage. Donc, vous voyez que ça permettait de composer son caractère, le Galfra, avec un interlignage extrêmement serré. Là, ici, vous voyez des épreuves du Galfra numéro 85, qui est la version la plus grasse. D'un point de vue plus formel, et là on revient donc à cette question de la graphie latine que j'évoquais tout à l'heure, Mandel décrivait sa démarche vraiment de création avec ces mots. Il disait plutôt que de rajouter à la rigueur déjà pesante de l'annuaire l'expression scripturale géométrique et froide d'une pure linéale d'apparence neutre, nous avons préféré des formes plus rondes, plus méridionales et fortement charpentées, avec des astes légèrement galbés, une amorce de ligature dans le sens du ductus pour tenter d'animer les formes, ainsi que des ascendantes et des descendantes renforcées pour compenser l'expansion générale de l'œil des bas de casse.
toute chose invisible à l'œil nu, mais globalement perçue par le lecteur et qui lui suggère comme un rappel lointain les origines gestuelles de l'écriture typographique. Donc on voit là sa préoccupation, son envie de réintroduire un peu ce que Vaux pouvait appeler une forme de graphie latine. Donc là, voilà, ce sont simplement quelques images un petit peu plus détaillées des caractères qu'il a produits avec, vous voyez, des sortes de pics, une forme un peu d'incise sur les fûts, notamment vous voyez les points sur le I et sur le J. Ces formes-là, elles sont plutôt là pour compenser les déformations dues à la photocomposition. Là, vous voyez encore ici, on a ces sortes de puits à encre et puis également tous ces pics aux extrémités, mais qui en fait ont tendance à disparaître ensuite à la composition et à l'impression. Là, vous voyez en bas, on a les dessins originaux en haut et en bas l'impression offset sur papier d'annuaire. Et on voit que toutes les subtilités de dessin ont tendance à disparaître donc, dans l'objet final. Cette image simplement pour illustrer le fait que, comme je disais, il s'agit de photocomposition numérique et que donc pour composer avec cette machine qui s'appelait la Digi7, les caractères devaient être encodés numériquement et donc chaque dessin de Ladislas Mandel devait être traduit dans une version pixelisée. Et donc ici vous voyez un peu le type de dessin qu'on retrouve dans les archives de Ladislas Mandel avec à chaque fois chaque étape depuis le dessin au trait jusqu'à la version pixelisée. Donc là, on voit une page d'annuaire imprimée avec le Galfra, le Galfra qui a été une grande réussite pour Mandel, un succès pour la SEAT, qui permet vraiment une grande clarté, une grande lisibilité au sein de l'annuaire. Et ensuite, d'ailleurs, la SEAT va commercialiser, va proposer ce caractère sous licence à d'autres sociétés qui pouvaient en acheter les droits et l'utiliser dans n'importe quel type de contexte. Et donc là, je change encore d'image et je passe du Galfra aux autres caractères de Mandel. Là, je vais être beaucoup plus rapide, mais simplement pour dire que suite à ce projet, donc Mandel développe tout un travail de commande avec des caractères tels qui sont nommés ici le Nordica, le Lusitania, le Clot, le Colorado, qui sont des caractères pour les annuaires de différents pays. Donc là, je vais passer assez brièvement, mais par exemple, pour la Belgique, donc il commence par dessiner des versions supplémentaires du Galfra spécifiques à l'annuaire belge. Donc on voit ici les épreuves des variantes produites pour la Belgique. Là encore, donc plutôt les pages d'annuaire belge composées en Galfra à gauche et italienne à droite. Et en fait, lorsqu'il commence à adapter le Galfra à d'autres pays, Mandel commence à évoquer l'idée qu'il y a une sorte d'appréhension culturelle des formes qui fait qu'un lecteur belge ou quelqu'un qui utilise un annuaire belge ne va pas apprécier ou appréhender les formes typographiques de la même manière qu'un Italien et que donc chaque nationalité, chaque culture pourrait nécessiter d'avoir ses propres formes typographiques. Il commence donc à développer des sortes de théories sur l'appréhension culturelle des formes typographiques. Il nous dit par exemple dans cette lettre que je vous montre ici, la typographie d'un annuaire, bien que fonctionnelle, doit en outre être le reflet de la psychologie du lecteur, rattaché aux traditions culturelles spécifiques de différents pays, afin de ne pas heurter la structure mentale du lecteur par des formes hostiles à son tempérament et à son habitude. Alors c'est toujours assez flou, c'est-à-dire que dans le sens où on ne sait pas vraiment sur quelle théorie ou quel test spécifiquement il s'appuie pour énoncer ces choses-là. Toujours est-il que lorsque la société ITT donc, lui commande un caractère typographique, lui propose 3 familles de caractères qui visaient à couvrir les différents besoins de pays européens. On voit ici, donc, il y a 2 versions. Une version qui est censée être pour les pays du Sud, que vous voyez à gauche, qui est le Lusitania, et une version plutôt pour les pays du Nord, les pays anglo-saxons, qu'il appelle le Nordica. Donc le Lusitania était plutôt destiné au Portugal et le Nordica au Royaume-Uni, à la Hollande.
Et puis il y avait une troisième version que je montre ici rapidement, qui est la linéale, qui était censée se combiner avec soit le Lusitania, soit le Nordica. Donc on voit ici toujours le Lusitania et le linéal, et puis on voit le Lusitania avec le linéal en haut et le Galfra en bas. Et on voit quand même qu'il y a toujours une patte, et on revient à cette idée de la graphie latine, donc dans les dessins de Ladislas Mandel, puisque on retrouve les parties supérieures des lettres qui sont légèrement plus noires, les parties horizontales des caractères qui sont un peu plus engraissées, alors que par rapport aux verticales qui, elles, sont plus dégraissées. Donc voilà, on retrouve quand même un style de Ladislas Mandel. Et ici, vous voyez par exemple les propositions faites par Mandel pour les annuaires portugais en haut et allemands en bas. Donc en haut avec le Lusitania, en bas avec le Nordica. Et vous voyez un peu les différentes influences et ce qu'il va appeler des caractères plutôt destinés aux pays du Sud, donc en haut, et plutôt destinés aux pays du Nord en bas. Donc c'est un peu caricatural, mais voilà. Après, moi, je m'interroge quand même, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu retrouver dans ces archives vraiment d'études sérieuses qui permettent de soutenir sa théorie, c'est-à-dire qu'à mon avis, il s'agissait plutôt d'une intuition de la part de Mandel sur cette question de l'appréhension culturelle des formes, mais on n'a pas vraiment de quelque chose de tangible sur la manière dont il a construit cette théorie et comment est-ce qu'il en est arrivé à ces formes typographiques. Dans les faits, d'ailleurs, le Lusitania que vous voyez en haut ne sera finalement jamais utilisé, enfin il ne sera jamais implémenté, et en fait ce sont le Nordica et le linéal qui vont être utilisés dans la plupart des pays du nord et du sud de l'Europe pour les annuaires produits par ITT. Donc parmi les autres commandes que Mandel a pu avoir, donc à la fin des années 80, il est commandité pour créer un caractère pour les petits annuaires téléphoniques français. Donc ce caractère est nommé le CLOT, du nom du directeur de la Société des annuaires téléphoniques français de l'époque. Et là encore, on retrouve des similitudes dans la forme entre le CLOT, le Galfra. Alors, le CLOT est un peu une forme un petit peu plus rigoureuse du Galfra, puisque Mandel explique qu'il voulait montrer un peu le double héritage typographique de la France entre les gothiques et les formes plus humanistes. Ici, vous voyez donc une comparaison du CLOT et du Galfra qui, d'autant plus dans les conditions d'impression que sont celles des annuaires, on voit que les détails, les différences dans le style ont tendance à s'atténuer. Et le dernier exemple des caractères de Mandel produits dans ce contexte-là, vous voyez ici le Colorado qui a été créé au début des années 90 pour les annuaires américains. Que Mandel décrit comme un caractère qui est une forme de combinaison de rigueur et de rondeur. Donc c'est un caractère qui devait être utilisé dans 14 États des États-Unis, mais aussi au Canada, au Mexique et même au Brésil. Et donc il avait un peu cette contrainte de trouver un bon équilibre entre ces différentes sensibilités culturelles pour bien représenter chacune d'entre elles. Voilà, et là il s'agit simplement d'une citation qui est en anglais, donc je vais passer assez rapidement, mais dans laquelle il explique que pour lui, vraiment il n'est pas possible de composer un nom tel que Giovanelli, Bergadano ou Fiorentini avec le même type de lettres que lorsqu'il s'agit de composer des noms comme Janssens, Van den Bosch ou Van Krimpen, ou alors encore à un autre endroit les Ramirez da Silva ou Gonzalez. Voilà, pour lui chaque tonalité, chaque sonorité nécessite sa propre sensibilité typographique. Même si, dans les faits, si on s'intéresse vraiment à ces créations purement, là, je vous montre 6 A qui sont issus de 6 caractères dessinés par Ladislas Mandel, qui sont le Messidor, le Lusitania, le Nordica, l'Aurelia, le CLOT et le Colorado. Et il me semble qu'on voit quand même une patte très personnelle qui se développe et qui ressurgit de tous ces caractères. Et pour moi, que le caractère soit destiné au nord ou au sud, enfin au pays du nord ou au pays du sud, ce qui ressort pour moi, c'est quand même avant tout le désir de Ladislas Mandel de réhabiliter une forme de modèle humanistique et de réintroduire une certaine souplesse, une certaine rondeur en lien avec une forme de cursivité.
Et donc, quand j'en viens au titre de cette conférence, la question de la frontière de la bière et du vin, puisque cette frontière de la bière et du vin, c'est une expression qui a été utilisée par le créateur de caractère hollandais Gerhard Unger dans un ouvrage qui a été publié en 1998, et d'autres parlent de la distinction entre la cuisine au beurre et la cuisine à l'huile d'olive. Et c'est vraiment cette idée-là que développe Mandel lorsqu'il dit qu'il doit y avoir des caractères plus appropriés aux pays du Nord ou d'autres plus appropriés aux pays du Sud. Et en fait, ce qui se passe avec cette idée, derrière cette théorie, c'est la question d'opposer un modèle issu de la gothique à un modèle issu plutôt d'un modèle humanistique et qu'on retrouve dans les caractères de Janson, de Garamond, etc. Et donc on voit que Mandel, lui, avait un penchant très clair pour le modèle humaniste, et on voit aussi qu'au fil de sa vie, au fil de sa pratique, de sa carrière, il va devenir de plus en plus critique au sujet des linéales, donc des caractères dont il considère que ce sont des caractères venus du Nord, et il va être un fervent défenseur du modèle humanistique. Je vous cite quelques-uns de ses points de vue sur la question de la linéale, donc qui sont des choses qu'il a publiées, notamment dans son livre Écriture, miroir des hommes et des sociétés. Il nous dit « Nous pouvons constater que les linéales de texte, dans leurs caractéristiques essentielles de rigueur et de rigidité, ne sont pas une étape dans l'évolution de l'écriture latine, mais relèvent directement de la gothique, avec en plus une prétention universaliste. » Je ne sais pas ce qui se passe. Mon ordinateur s'est éteint. C'est peut-être un problème de batterie. Je vais juste prendre 2 minutes pour recharger. Pardon, on reprend. Il nous dit également dans le même ouvrage, il nous dit « Cette tendance à l'universalité a incité les créateurs de caractères à proposer jusqu'à 20 déclinaisons et plus d'un alphabet, prétendant couvrir ainsi tous les besoins typographiques en graisse et en largeur de lettres, allant de l'extra gras italique au maigre ultra condensé parfaitement illisible. » Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est sans ambiguïté, il vise vraiment directement l'univers quand il parle de caractères avec 20 déclinaisons de l'extra gras italique au maigre ultra condensé, c'est précisément l'univers dont il parle, qui est le premier caractère sur lequel il a travaillé et qui est le caractère qui lui a permis d'entrer dans le monde de la typographie. Il nous dit ensuite, si dans leurs fonctions techniques, industrielles et publicitaires, les linéales sont bien à leur place, leur intrusion dans des textes littéraires riches des subtilités d'une langue et d'une culture particulière serait intolérable. Donc voilà, il a des mots quand même assez forts. Et il nous dit enfin, il est assez rassurant de voir les limites d'utilisation de ces caractères à tout faire que sont les linéales, froides, rigoureuses, monotones, géométriques et aseptisées, ignorant les subtilités des langues et des cultures, qui n'ont toujours pas réussi, après un siècle d'existence, à s'imposer dans la production livresque de nos pays à culture humanistique. Donc voilà, pour lui, vraiment, les linéales n'avaient pas vocation à trouver leur place dans des livres et dans des textes littéraires. Et donc, c'est quand même assez paradoxal de voir que quelqu'un qui a été assez pionnier dans la manière d'aborder les changements techniques et dans sa profession de créateur de caractères, et qui a appris le métier auprès de Frutiger sur l'univers, finalement a revendiqué des positions très éloignées de celles
qui ont formé ses premières années dans la typographie. Je pense aussi que c'était aussi pour lui une manière d'affirmer sa propre position, sa propre identité face au design suisse qui était très présent en France et à Paris à cette époque, et qui lui a finalement, qui était peut-être un peu trop présent, qui lui a fait un peu de l'ombre pendant toute sa carrière. Et dans son deuxième livre qu'il publie en 2004, Du pouvoir de l'écriture, on voit ce schéma qui s'appelle le goulot de la pensée unique. Et on voit toute une diversité de caractères qui sont un peu passés dans un entonnoir, qui sont passés à la moulinette, et puis qui se trouvent complètement lissés avec cette répétition du mot univers, qui pour moi est une critique assez vive, assez forte de ce qu'a pu représenter l'univers à cette époque-là. Et puis ce que je trouve assez frappant, c'est qu'il publie ça en 2004, donc il a quand même eu le temps, normalement a priori, de digérer le succès de l'univers, mais on voit on sent une sorte de rancœur par rapport à cette œuvre d'Adrian Frutiger. Donc voilà, on pense aussi, je l'ai dit, cette question de la graphie latine, cette question du rapport aussi à l'Allemagne, le fait que Mandel ait eu un passé de résistant. Je pense qu'il y a tout un tas de questions sous-jacentes aussi beaucoup plus complexes sur la question de l'identité et du rapport à la culture. Et qui sont des questions qui peuvent être aussi un peu toutes emmêlées dans ce type de déclaration. En tout cas, on voit bien clairement dans la suite de ses créations personnelles, par exemple le Messidor, qui a toujours la volonté pour Mandel de retrouver un peu cet esprit de cette noirceur de la page imprimée avec des caractères humanistes. Objectivement, quand on parcourt un ouvrage composé avec ces caractères de Mandel, notamment le Messidor, il y a une forme de lourdeur, c'est un caractère qui n'est pas très simple à lire, qui renvoie à la noirceur de la page imprimée en plomb, avec des caractères en plomb, mais qui quand même n'a pas une connotation très contemporaine. Et donc, moi je sais que c'est pour ça, comme je le disais en introduction, que personnellement je trouve que les caractères pour annuaire de Mandel sont peut-être la partie la plus intéressante de sa production et de sa carrière, parce que plutôt que la caricature qu'il nous propose, entre guillemets, sur la fin de sa carrière, je trouve que ces caractères proposent une forme de complexité et d'hybride. Enfin, ils sont un peu hybrides, puisque dans ces caractères tels que le Galfra, le Clot, le Nordica, etc., Mandel doit lier un certain nombre d'intérêts ou de contradictions entre la fonctionnalité des linéales et son appétence pour le modèle humanistique. Tout ça rattaché à toute la question des évolutions techniques et des impératifs aussi liés aux technologies de l'époque. Et donc, on voit que pour moi, ce sont des caractères qui, plutôt que d'opposer, plutôt que d'avoir cette frontière de la bière et du vin ou cette frontière de la cuisine à l'huile d'olive et cette cuisine au beurre, cherchent plutôt à mêler les ingrédients pour un résultat qui, on l'a vu, a très bien fonctionné, a eu beaucoup de succès. Et donc, c'est pour moi la partie peut-être la plus riche de sa production. Voilà, on voit aussi, c'est peut-être ma conclusion ici, que dans un contexte qui paraît a priori très restrictif, c'est-à-dire quand on parle de caractères pour annuaire, on sait qu'on a des impératifs de lisibilité, de composition avec des caractères en tout petit corps, le besoin d'économiser de la place, etc. Et on voit que ici, Ladislas Mandel démontre qu'il est tout à fait possible de s'octroyer un espace de liberté, un espace de création en termes vraiment de conception des formes typographiques. Donc ce sera plutôt cet aspect-là de son travail que je vous invite à retenir. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Alice pour cette très brillante conférence où j'ai appris plein de choses. Au départ, ça me paraissait un peu vraiment de l'hébreu pour moi, enfin l'hébreu, du latin, ce que vous voudrez. Je ne vais pas prendre parti, mais j'ai appris plein de choses et j'imaginais pas que éditer des annuaires, ça demandait autant de recherche. Mais effectivement, pour que ce soit parfaitement lisible. Et c'était parfaitement clair, et merci encore. Peut-être y a-t-il une question ou deux ? J'avais une question.
Parce que vous avez justement expliqué qu'il il imaginait une différence entre les langues du Nord et les langues du Sud. Et dans tout ce que vous avez montré, il n'y a jamais les lettres justement bizarroïdes, entre guillemets, des tildes, des petits ronds, les machins comme ça. Ça reste que des lettres bien classiques de l'alphabet, des 26 lettres de l'alphabet de chez nous, quoi. Oui. Alors il a dû se pencher sur toutes ces lettres tordues. Oui, c'est vrai que je ne les ai pas montrées, c'est une bonne question. Est-ce que je les montrais? Alors oui, évidemment, je dois avoir quelque part tout le... Mais je pense que je l'ai montré pour le Galfra. Et vu que c'était pour les Italiens, c'est vrai que là, en fait, souvent dans les épreuves, oui, moi, vu que on a étudié dans les archives les dessins originaux, souvent, en fait, c'était d'abord les caractères de base, les capitales et les bas de casse, et dans un second temps, ils développaient les caractères accentués. Donc, c'est vrai que ça, on les a pas forcément scannés ou photographiés. Je dois avoir quelque part tout, voilà, ici, mais non, en fait, à chaque fois... Oui, on en voit quelques-uns. Je ne peux pas vraiment zoomer, mais on en voit quelques-uns en bas. D'autant plus que c'était vraiment compliqué, parce qu'il y avait, comme je disais, l'interlignage était tellement serré qu'on voit qu'il est obligé de coller souvent les signes diacritiques vraiment sur les lettres, de manière à économiser un maximum de place. Donc oui, je vais essayer de retrouver des épreuves de ça. Moi, j'avais une question vraiment de béotien. Tous ces noms de caractères sont assez poétiques, mais est-ce qu'il y a des règles pour dénommer un caractère d'une certaine façon plutôt d'une autre, ou c'est purement imaginatif? Alors, il n'y a pas de règle. La seule règle, c'est d'essayer de trouver un nom qui n'a pas encore été utilisé. Ah oui, ce qui déjà en soi est une contrainte assez particulière. Voilà. Mais sinon, non, vraiment, la contrainte, c'est la contrainte du... Par exemple, ce que les Américains vont appeler le trademark ou le copyright, donc faire en sorte de pouvoir protéger le nom pour que les compétiteurs, la compétition ne puisse pas le reprendre, quoi. D'accord. Mais vous, par exemple, quand vous avez baptisé un des vôtres Faune, vous aviez... Alors, après, moi, je pense souvent on choisit le nom en lien avec les origines du projet. Et là, le Faune s'appelle comme ça parce que l'inspiration pour le caractère, ce sont des planches d'histoire naturelle. Ce sont des animaux qu'on retrouve dans les livres de l'histoire naturelle de Buffon et de la description de l'Égypte, qui a été produit par l'imprimerie impériale à l'époque. Et du coup, le fait que ces gravures d'animaux aient influencé la création du caractère, d'où le nom Faune. Ouais, c'est très intéressant. J'ai l'objet du nom de conférence. Oui, par exemple. Oui. Merci pour tout. Et le dernier, si vous voulez, le dernier annuaire maintenant sur papier qu'on peut avoir encore, j'en ai gardé quelques-uns, c'est quel caractère en France du moins, les derniers qu'on a eus. Je crois que le cloth a été utilisé assez longtemps. Je ne peux pas vous dire dans les toutes dernières versions des annuaires si c'est toujours le cloth ou pas. Oui, parce qu'ils ne le mettent pas à la fin. Ils mettent pas. Non. Mais non, c'est que non. Donc c'est vrai qu'au musée de l'imprimerie, Mandel a gardé dans ses archives un certain nombre d'annuaires qui utilisent ces caractères, heureusement. Mais c'est vrai qu'en plus, vu que souvent c'est des choses qu'on ne garde pas et qu'on jette, c'est assez difficile d'en trouver des archives. Et oui, et après, il faut aller chercher de quel caractère il s'agit. Sur les derniers, je ne sais pas. Et il y a pas seulement les annuaires qui nécessitent une condensation importante, mais aussi les horaires. Par exemple, les chèques, ce qui s'appelait chèques autrefois pour les horaires de train, etc. C'était le même type de caractère, c'était du même... je suis pas... Du même atelier, non ? Je crois pas. Le fait de vraiment faire des caractères sur mesure de contexte, je n'ai pas d'autres exemples, en tout cas en France. Donc je pense qu'ils utilisaient des caractères standards, de type l'univers. Souvent, ce sont des linéales, type univers, Helvetica, etc., quoi. D'accord. Une question ? L'approche des lettres se fait comment par rapport à la typographie, par rapport à ce qu'on utilise actuellement? Alors, souvent, c'est le créateur de caractères qui détermine lui-même les approches des lettres, en sachant que en plomb,
quand on choisissait une largeur au moment de produire les caractères, ça c'était immuable à moins de venir rogner directement physiquement sur les caractères. On sait qu'en photocomposition ou ensuite en numérique, l'utilisateur peut lui aussi choisir de forcer un interlettrage plus serré ou plus large. Donc moi je sais que quand je dessine des caractères, et c'est le cas de tous mes collègues, on va attribuer à chaque lettre un espace optimal. Donc on teste toutes les combinaisons possibles de lettres pour voir quel sera le nombre d'unités le plus bénéfique pour chaque lettre à droite et à gauche. Donc c'est un travail assez fastidieux. On fait aussi tout ce qui s'appelle les approches de paires, c'est-à-dire quand un T se retrouve à côté d'un A, il faut forcer un rapprochement des deux lettres. Mais après, c'est évidemment l'utilisateur, quand on est dans un logiciel type Word ou InDesign, ou voilà, il y a toujours la possibilité soit d'augmenter l'espacement ou de le réduire. Et ça, nous, après, on ne peut plus rien y faire. Est-ce que cette réflexion sur la lisibilité avait déjà inspiré des gens bien avant? Par exemple, je pense à des trucs particulièrement pénibles à lire, à savoir les tables de logarithme, par exemple. Oui. Alors vraiment, nous, on se souvient, pour en avoir utilisé, qu'il y en avait des plus ou moins lisibles. Donc... dans ce type de contexte, je ne sais pas exactement. En fait, la question de la lisibilité, vraiment, en typographie, ça fait longtemps qu'elle se pose. Je citais Louis-Émile Javal, alors je ne me rappelle plus de la date de son ouvrage, mais où vraiment il faisait une étude. Donc lui, il était ophtalmologiste et il proposait comme ça des théories sur ce qui était plus ou moins lisible. Par exemple, il avait déterminé le fait que quand on lit, finalement, on reconnaît surtout la partie supérieure des lettres plus que la partie inférieure. Et donc, il y a toujours eu ces questions où, pareil, qu'est-ce qui est plus lisible entre un caractère à empattement et un caractère sans empattement? Mais c'est vrai que souvent, on se pose ces questions dans un contexte de lecture continue. Et on se les pose beaucoup moins, typiquement pour les tables de logarithme, comme vous dites, où là, souvent, on est régi par des questions purement de fonctionnalité, c'est-à-dire que comment on va faire pour composer, pour que l'alignement fonctionne bien, pour que les tables soient propres, etc. Et c'est vrai que souvent, la question de la lisibilité, elle est un peu secondaire, malheureusement, parce qu'il me semble que ça reste super important, quoi. Parce que lui, Javal, c'est le 19e siècle, quand même. Il me semble, mais je me rappelle plus de la date exacte, donc je ne veux pas dire de bêtises. Je crois que c'est fin du 19e. Moi, je l'ai rencontré sur des appareils d'ophtalmo, c'est pour ça que ah oui. je connais ça. Parce qu'il marche avec Monoyer sur le tableau. C'était un copain, entre guillemets. Enfin, c'est la même époque que Monoyer, le Lyonnais qui a inventé Zadu, là, les choses... Ah oui, oui, je vois. Merci. On nous avait dit que les annuaires téléphoniques étaient imprimés ou corrigés en Inde, donc par des gens qui connaissaient absolument pas notre écriture. Comment est-ce qu'ils ont pu arriver à corriger, savoir s'il y avait des fautes, comment ils ont pu corriger? Alors ça, j'ai aucune information là-dessus. D'autant plus que pour corriger des noms de famille ou des adresses, donc quasiment uniquement des noms propres, ça me paraît extrêmement compliqué. Donc là, j'ai aucune information là-dessus. Désolée. Existe-t-il encore des fonderies? Alors, des fonderies typographiques qui fondent des caractères, plus vraiment. Il existe des ateliers qui sont maintenant plutôt dans une production artisanale, qui vont produire de manière très ponctuelle des caractères ou qui ont encore des monotypes ou des linotypes en activité et qui fondent des caractères à partir de la monotype et de la linotype. Après, il existe plein de fonderies typographiques, mais qui aujourd'hui sont numériques. Donc, en tant que créateur de caractères, on distribue nos caractères. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on a gardé le terme de fonderie, parce qu'elle perpétue le même rôle d'un point de vue économique. Mais évidemment, on fait tout, tout est fait de manière numérique, quoi. Et donc, vous êtes créatrice de caractères indépendante, mais
peut-être vous travaillez au sein d'un réseau ou avec la NRT ou des gens comme ça, non? Alors, je multiplie les réseaux. Donc, pour tout ce qui est recherche, je travaille plutôt avec l'université de Reading, où je l'ai dit, j'ai travaillé avec l'école supérieure d'art et de design d'Amiens. J'enseigne donc à l'atelier national de recherche typographique, où on mène aussi des projets de recherche. J'enseigne aussi à l'école cantonale d'art de Lausanne, où là, on forme vraiment des étudiants qui font des masters en création typographique. Voilà, et après, en fait, la communauté typographique, elle est assez dynamique. Donc, je participe aussi aux activités de la TIPI, donc, qui est l'Association typographique internationale, qui organise une conférence tous les ans, alors qu'évidemment, là, depuis un an, ça a été assez perturbé. Mais normalement, il y aura la conférence de la TIPI à Paris. Donc la TIPI qui a été créée par Charles Peignot dans les années 50 et qui est vraiment la conférence principale ou la plus connue en tout cas sur l'activité typographique et qui aura lieu à Paris au printemps 2022. Oui, c'est un nom que j'ai souvent rencontré quand j'ai exploré les fonds des archives de Pono. Oui. J'ai retrouvé assez souvent ce réseau de créateurs. Oui, qui est encore très actif aujourd'hui et qui est très, très international. L'imprimerie nationale a encore des graveurs de caractères? Oui, tout à fait. Donc, ils ont encore une fonderie, je suppose, pour éditer éventuellement ces... Alors, en théorie, mais dans les faits, il y avait Christian Papu qui a été graveur de poinçons à l'imprimerie nationale, qui a ensuite formé Nelly Gable, qui à son tour a pris sa retraite, qui elle a formé Annie Bossel, qui est donc la graveuse de poinçons en résidence actuellement à l'imprimerie nationale. Dans les faits, en fait, Annie et Nelly ou Christian avant elle se sont essentiellement consacrés à de la restauration de poinçons, c'est-à-dire vraiment simplement restaurer les caractères existants déjà dans les collections de l'imprimerie nationale. Ils n'ont pas créé ou gravé de nouveaux caractères, puisque c'est vraiment un travail très long et fastidieux. Ils ont par contre un créateur de caractères qui est Franck Jalot, qui lui donc est le créateur de caractères résident à l'imprimerie nationale, qui crée des nouveaux caractères, soit dans le cadre de commandes, par exemple des caractères pour des billets de banque ou pour les passeports ou les cartes d'identité. Et qui a aussi une création, qui réhabilite des caractères dans les collections de l'imprimerie nationale. Mais par contre, lui, il fait tout en numérique. Enfin, il n'y a pas il grave pas les plombs derrière, quoi. Voilà. Comme ça, il se portera un peu mieux. Il aura moins de plomb dans les poumons. Voilà, c'est moins salissant. Bon, mais merci. À moins qu'il y ait encore une autre question, non? Non, ben merci beaucoup. Vous voyez, merci à vous pour cette invitation. A suscité beaucoup d'interrogations. Merci encore, c'était parfaitement clair. Et puis bonne fin de journée à tous.